bonjour les amis et merci de choisir la télé au cœur de nos défis. Merci d'être fidèle à votre programme Le Loft. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui au programme un entretien avec un grand artiste qui nous vient juste d'à côté. Voilà, donc c'est chez nous. Il faut juste traverser la porte. Et on est de l'autre côté de la maison et on se trouve du côté de la Côte d'Ivoire. Donc il a franchi la porte, il est dans l'autre côté de la maison, il est là, c'est un jeune artiste qui monte. Il est artiste, chanteur, compositeur, ancien mannequin, animateur radio, ancien animateur télé, acteur de cinéma. Oui, un artiste multicasquette qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau du Loft pour le plus grand plaisir de ses fans. Et je suis sûre de la jante féminine. Mike Alabi est mon invité aujourd'hui à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Waouh, ça fait chaud au cœur quand même. Merci beaucoup pour la présentation, ça fait beaucoup d'honneur. Merci Comment beaucoup. ça va? Oui, ça va super bien. Comme à chaque fois quand je viens ici, super content d'être là. Tu as passé le week-end à Ouaga? Je suis là depuis quand même, je dirais quoi, 4 à 5 jours. Ouais, un superbe week-end à Ouaga. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé en boîte. Je ne bois pas d'alcool, mais quand même, ça me fait plaisir de me retrouver en boîte et regarder l'ambiance et tout. Voilà, danser, parce que j'aime danser. Je ne sais pas danser, mais j'aime danser. D'accord. On le met dans l'association? Parce que je suis la présidente, en fait. Ah bon? L'association des deux pieds gauches. Ah d'accord, Voilà. d'accord. On va s'entendre. Moi, je serai le secrétaire général. D'accord, on va voir. Parce qu'il y en a un en place tout de suite, mais on dirait qu'il prend des cours de danse. Donc, c'est un faux titre. On va le dégager et puis peut-être que tu auras la place. Alors donc, vu tout ce que j'ai cité, comment on trouve le temps de venir passer quand même toute une semaine au Burkina? Bon, après, je pense que c'est une question de planning. Et j'ai tout un staff qui travaille dessus sur mes différents déplacements et tout. Donc quand le programme est déjà préétabli, après, on ne fait que suivre. Mais c'est vrai que souvent, c'est difficile quand il y a, une partie de notre vie qui chevauche un peu sur l'autre. C'est vrai que souvent, c'est difficile. Mais bon, on essaie de faire avec. Et ça va faire quoi? 5 ans que je suis dedans, donc ça va. Bientôt. Comment ça s'habitue? Ouais, on commence à s'habituer, on tombe malade. D'ailleurs, je sors de maladie, ce qui a fait que j'ai failli ne pas venir. J'ai fait quoi? Une semaine de maladie. Rassure-nous, hein, c'est pas ce dont on a tous peur. Non, sinon je ne serais pas là parce qu'on allait me bloquer à l'aéroport là-bas. Donc, ouais, non, mais ça va. D'accord, on te souhaite une meilleure santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va faire un petit retour dans le passé. Mannequin, comment ça commence? Alors, d'abord, j'étais chétif avant, j'étais très maigre et ça me frustrait parce que à l'époque, les gars ne regardaient que les gars costauds. Et vu que j'étais très grand de taille, le plus jeune de ma classe, vu que c'est juste la taille qui faisait qu'on avait l'impression que j'étais âgé, mais j'étais quand même le plus jeune de la classe. Et donc, les gens me regardaient comme ça. Et quand tu es grand et mince, après, il y a des fois, tu te sens complexé parce que tu rentres dans une classe où tu es le plus grand de taille, en fait, tu vois. Donc, tout le monde, quand on doit te parler, on te regarde comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, il allait falloir que je fasse un peu de sport. Et puis, le changement de vie, parce que je suis à la base issu d'une famille quand même nantie. Et après, il y a eu une période où mon père, il a dû partir du pays, il était exilé. C'est une partie de ma vie que les gens ne connaissent pas. Et donc, à cette période-là, j'ai dû changer d'école et je me suis retrouvé dans un endroit où quand tu arrives dans ton âge, non, moi, j'ai jamais vu ça, tu vois. Tu vois, le petit choco. J'ose pas imaginer. Le petit choco qui va à l'école avec les blancs. Parce que moi, dans l'établissement dans lequel j'étais, c'est du genre, on se bat jamais. Du tout. Impossible même. Donc, du coup, quand on devait se battre, on devait appeler ça entre griffes se battre, c'est du genre, on se pousse. Et tu viens me te pousse sur la poitrine. On va bousculer, c'est la guerre. Pousse sur la poitrine et puis on est là. Celui qui pousse bien son camarade à gagner. Mais moi, j'arrive dans un endroit où on te dit, donc, j'ai cassé. Donc, moi, je suis comme tu vois. Donc, non, les gars, ils m'ont maltraité. Hein. Chaque 10 jours, on prenait mon âge. J'ai dit non, trop, c'est trop. Je me suis mis au sport. Et j'ai commencé à faire la boxe thaïlandaise. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à prendre quand même un peu en muscle. Ah, mais il a quand même fallu 2 ans. Ouais, il a fallu 2 ans. J'ai souffert pendant ces 2 ans-là. Non, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Et au bout de 6 mois de boxe thaï, et quand je me suis retrouvé, le mec qui me prenait mon âge, il était tout petit comme ça. Hein. Mais en fait, j'ai compris que le gars, il avait juste la tchatch.
mais c'était rien. Donc un jour comme ça, on était, c'est là que je suis rentré dans le mannequinat parce que on était à l'école et c'était à la récréation, je partais acheter quelque chose à manger et il y avait une fille qui me plaisait, elle me plaisait. Donc, nous on arrive, je finis d'acheter mon pain, le gars il débarque devant moi, il dit hey, dans ton pain là, petit maudit là. Et il y a la go là. C'est pas le moment de prendre la honte. Non, il est petit, tu vas me tuer. Il a pris mon pain et puis ça va. La go là, mais il a dit, mais Mike, il y a quoi? Il dit, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai enlevé tout, ma chemise d'école, puis il a commencé à couler, il dit, oh Dieu, il va me tuer. Finalement, je l'ai rattrapé et je l'ai boxé. Et quand il a voulu de le boxer, en fait, le mec, en fait, je me suis rendu compte que c'était juste la grande gueule qu'il avait, tu vois. Il dit, non, Mike, pardon. Ah ouais? Hein? Depuis ce jour-là, il est foutu et moi. Il dit, chaque 10 heures, c'est moi aussi. Donc, tu dois pas... Et il y avait en fait un professeur qui était mannequin à l'époque et qui était notre professeur d'anglais, si je me souviens bien. Et il m'a dit qu'il avait une agence et tout. Et il m'a vu quand je me suis déshabillé et tout. Il avait quand même un physique, il était pas mal. J'étais encore mince, mais il y avait... ça allait comparé à 2 ans dit, avant. ouais, quand même. Donc, il m'a dit, il aimerait bien que je me joigne à son agence de mannequinat. Je me suis dit, ok, en fait, non, c'est comme ça que je suis rentré dedans, à travers une bagarre, quoi. Ouais. Mais chaque 10 heures, il partait prendre leurs jetons aussi. Il a fait ça sur 3 mois, comme ça. Tu as récupéré tout ce qu'ils avaient pris ou pas? Non, pas tout. Puis 2 ans, à côté de 3 mois, il n'y a pas match. Mais au moins, la vengeance était consommée. Ouais, non, tranquille. mais quand même, j'ai compris ce que c'était qu'avoir la suprématie, en fait, avoir le pouvoir. Malheureusement, c'est un monde qui a failli me changer parce que j'étais devenu un peu brutal. Je répondais, j'étais tout au quart de tour, en fait. Ouais, sur la défensive. J'étais sur la défensive et ça se ressentait dans mon quartier, dans mes amitiés et tout, au point de me retrouver isolé. Et à un certain moment, j'avais plus d'amis. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce jour. Bah, c'est un changement de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en rit, mais c'est quand ça. même, cette traversée-là, Ouais, exactement. enfin, je sais pas, ado à l'époque, Oui, c'est encore plus j'avais quoi, terrible. 15 ans, Bah, c'était c'est super clair. difficile. Pour quelqu'un qui se réveillait le matin, on lui préparait le petit déjeuner dans sa chambre et tout, mais qui avait 2 chauffeurs, vous voyez, et qui se retrouve à marcher comme, bon, je ne sais pas si vous connaissez Abidjan, mais comme la distance d'ici à l'hôtel où je réside, vous voyez un peu. Et c'est ce que je faisais tous les jours et c'était vraiment difficile. Ça, c'est un très goût sur le mental. Et du coup, heureusement, finalement, ça se... Ouais, ça s'est répercuté sur ma vie. Après, j'avais des rêves que je voulais réaliser. Je m'étais dit à un moment que ces rêves-là étaient impossibles, je ne pouvais plus les réaliser. Lequel, vu par le exemple? changement. Ouais, je voulais devenir pilote à l'époque. D'accord. Vu mon père, il avait énormément les moyens, vous voyez. Donc, pour moi, c'était une évidence, voilà. Et mes potes avec lesquels j'étais à l'école et tout, quand il y a eu la guerre de 2002 en Côte d'Ivoire, se sont retrouvés en France. Moi, je suis resté, je suis allé dans une école à Bobo, vous voyez, c'était super difficile. Et à un certain moment, on était dans la maison, une énorme maison. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Pendant quoi? Pendant 3 ans, imaginez. Vous voyez un pays, dans un quartier huppé, vous avez une grande maison où il y a un jeune qui vit là avec ses soeurs et sa maman. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc c'était vraiment une descente aux enfers, vous voyez. Donc les gens du quartier qui, à l'époque, venaient manger chez nous, je veux dire mes amis du quartier. En fait, c'est un peu tout ça qui a fait que je me suis un peu refermé sur moi-même. Et ça m'a forgé un caractère parce que j'étais beaucoup sur la défensive. Et ça change le rapport aux hommes. Ouais, c'est clair. Et ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris quoi, quand même près de 12 années pour pouvoir essayer d'arriver à me fondre dans le moule. Parce que si je me souviens bien, on m'aurait invité sur une chaîne de télé comme ça, je serais resté là sans pouvoir parler en fait. Ok. Ouais, j'aurais eu beaucoup de mal parce très très refermé. Voilà, donc je veux dire quand même ce que je fais comme boulot aujourd'hui, ça m'a quand même aidé à extérioriser beaucoup de choses, surtout la radio. Voilà, c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé, mais ça m'a forgé aussi. Justement, la radio, ça commence comment? La radio, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur en marketing management en 2015 et je cherchais du boulot. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait d'abord finance comptabilité.
Et j'ai eu un DSS en audit, contrôle de gestion. Et après, on m'a dit, mes professeurs m'avaient dit que j'avais plus d'aptitude en tant que marketeur. À cause de ma prestance à l'époque, ma façon de parler, et on m'a dit, bah, il faut que tu essaies ça. On m'a dit, ok, enfin. Donc, je me rabats maintenant sur le marketing. Je fais un DSS en option marketing management. Après, 3 ans après, j'obtiens un diplôme d'ingénieur. Mais il n'y a pas de travail. C'est-à-dire, on va à l'école Zouka. Il n'y a pas de Je boulot. pense que ça, c'est un dénominateur commun à beaucoup Oh, non, mais c'est triste, quoi. Je ne sais pas si c'est le système éducatif qui n'est pas assez compétitif sur le marché de l'emploi, mais vraiment, C'est un je gros comprends point pas. d'interrogation. Ouais, c'est compliqué. Tu peux avoir un diplôme d'ingénieur, tu arrives dans une entreprise, tu déposes ton CV, on te dit, il faut 5 ans d'expérience professionnelle. Mais je fais les 5 ans comment si vous-même, vous ne voulez même pas qu'il commence stage ici. Les 5 ans, on les fait comment, tu vois. Et moi, je tournais un peu en rond. Et vu que pendant les années de galère et tout, j'avais fait pas mal de boulot, hein. Moi, j'ai été maçon, j'ai été plombier, j'ai été éboueur. J'ai fait quoi même? J'ai été menuisier ébéniste. Ok. Et c'est en faisant tout ce parcours-là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de reprendre le chemin de l'école. Et là, j'avais 17 ans et demi. Ok. Voilà, j'avais Donc il y a eu 17 une ans. pause à l'école quand Oui, il y a même. eu une pause. J'ai fait quoi? 2 années blanches où je faisais un peu tout ça, Oui. tout ce tralala là, jusqu'à ce que je retrouve quelqu'un que mon père avait aidé à l'époque et en fait, quand il m'a vu, il n'était pas sûr parce qu'il passait là devant avec sa voiture. C'est pas Et possible. il se disait non, c'est pas lui. Non, c'est pas possible. Le petit doit être aux États-Unis ou bien non, c'est pas lui. Et un jour, vu que j'étais vraiment en bordure de route, je partais exposer des articles de mon patron. Et il gare et dit Mike. Non, moi, les gars, Béo ne le connaissait pas, tu vois. Et il dit mais c'est Steven. Attends, tu me reconnais pas? Je dis non. Il dit ok, c'est Alabi. Je dis ouais. Il dit mais tu fais quoi ici, petit? Tu vois, et sur le coup, vu que j'avais traversé tellement de moments difficiles, sur le coup, je sais pas, je me suis mis à pleurer. Et le gars, il descend de sa voiture et on discute pendant quelques minutes et il dit, il veut plus que je fasse ça. Qu'avec tout ce que mon père avait fait pour lui, il estimait qu'il fallait qu'il m'aide quand même. Et il m'a demandé ce que je voulais faire. Je dis que je veux reprendre le chemin de l'école. Et c'est comme ça que j'ai repris le chemin de l'école. Il allait discuter avec mon patron, qui a accepté de me laisser partir. Le mec, il m'a envoyé chez lui. Mais quand je suis arrivé là-bas, il m'a présenté à sa femme que je connaissais. Elle, par contre, je la connaissais parce qu'elle était très proche de ma maman. Et après, voilà, il avait des gosses qui étaient au primaire. Et moi, je lui ai dit, au lieu de me donner de l'argent gratuitement comme ça, pour aller à l'école, m'inscrire, moi, je me propose d'être le prof de maison de tes enfants. J'avais Ok. 18 ans. Et 17 ans et demi, ouais. Et il dit, aïe. Je dis, ouais, vu que j'étais super calé quand même à l'école, et je me suis dit, mais c'est des primériens, voilà, donc ça va. Je peux Je gérer. peux gérer ça, tu vois. Et ils étaient 4. Et il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc je suis devenu prof de maison. Chaque fois que je rentrais de l'école, je passais par là, et de là, je marchais jusqu'à la maison. Donc, vu que j'avais déjà ça en moi, cet esprit de battant et tout. Très mature quand même. Ouais, quand même. Il faut dire que la vie m'y a obligé. Hein. Mais après, je bénis le nom du Seigneur parce que je pense que c'est l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. À cette période-là, je me suis baladé avec des drogués, des alcooliques et j'ai jamais touché d'alcool. J'ai jamais fumé. Et j'étais très présent à l'église. Et je bénis le nom du Seigneur. Je pense que mon père m'a donné quand même une bonne Et éducation. du coup, là, tout de suite, j'ai l'impression comprendre d'où vient l'histoire de la chanson, c'est l'arrivée qui compte. Exactement. C'est parti d'une frustration. Alors, comme je disais, vu que je faisais un peu tout après mon diplôme d'ingénieur, et j'ai eu une amie qui m'a dit qu'elle cherchait une place parce qu'elle animait une émission sur une chaîne de télé panafricaine. Et elle m'a dit, il y a eu un casting d'une centaine de personnes, mais les mecs ne répondaient pas favorablement. Donc elle m'a dit, moi je te vois bien, pourquoi pas. Donc je débarque là-bas. Et quand la directrice générale m'a vu, elle m'a dit, bah, improvise-moi quelque chose. Je dis, ouais, ok, il y a feuille. On me met une caméra derrière. Je dis, ouais, ok. Donc je commence, français, anglais, et puis je fais un speech. Et la dame m'a dit, on le garde. Et puis c'est parti comme ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à être animateur télé sur cette grande chaîne de télé panafricaine. Et on a reçu au cours d'une de nos émissions un grand frère du nom de Willy Dumbo. Là, c'était en 2015.
Et quand on a fini l'émission, il m'a félicité. Il m'a dit ouais, j'aime bien ta façon d'animer, c'est tout naturel. Mais sincèrement, c'était une casquette. J'étais un acteur sur le plateau de télé parce que dès que je sortais de là, j'étais renfermé. J'avais pas d'amis, j'avais pas de fréquentation. Je quitte là, je vais au boulot. Et quand j'arrive au boulot, je vais à la maison. Quand je reviens au boulot, c'est tout un autre personnage. Mais dès qu'on sort, on se disait mais le gars là, il est bizarre. C'est quel gars ça là, tu vois. Et quand on a fini l'émission, il a apprécié. Et il y a eu le groupe pour lequel je travaille en ce moment à la radio qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et la première personne qu'ils ont appelée, c'était Willy Dumbo. Et lui, tout de suite, il a pensé à moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé animateur radio. Et ça fait 5 ans que ça dure? Ouais, ça fait 5 ans depuis la venue de ce grand groupe-là en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc aujourd'hui, tu allies animation à la radio, acteur de cinéma également. Okay. Personnellement, j'ai vu quelques rôles. Ok. Bilingue aussi. Yeah. Et aujourd'hui, qui occupe quelle place finalement entre la musique, l'animation, le cinéma, hiérarchiquement, qui est où? Je dirais l'animation en premier, parce que je le fais tous les jours, du lundi au vendredi quand même. La musique ensuite, et après le métier d'acteur vraiment après. Parce que si j'ai un planning chargé, même si on me propose un rôle, j'ai déjà refusé 2 rôles en début d'année là. Parce que je savais que j'allais avoir un planning chargé et quand on te dit que vous devez tourner sur 1 mois et demi, ça allait être un peu chaud. D'accord, Voilà. ok. Donc, animation, musique. Ouais. Et la carrière musicale commence quand? La carrière musicale professionnelle commence en 2016. Et là, je signe à Star Factory Music, le label de Serge Beno. Ouais. D'une façon miraculeuse, c'est une grâce du Seigneur encore. Voilà, et je rentre dans ce label-là et le gars, il me dit, ouais, on va essayer quelque chose. Et je sors un premier titre appelé, je crois que c'est Yebessa. Le titre fait un petit boom tout de suite, d'autant plus qu'on est dans un pays où c'était le coupé-décalé ou rien, quoi. Coupé-décalé, Zouglou. Là, je vous parle de 2016. C'était au temps où on avait les Arafat, les Serge Beno, de Bordeaux, les Kounfa. Joe, nous, là, on n'avait aucune chance. Et un Mike Alabi qui arrive tout en douceur. Ouais, si. Et voilà, on voit une musique. Yebessa, my baby, Yebessa, shake your body, Yebessa, show me your body, baby love, yeah. C'était une musique vraiment. On dit, mais le gars là, c'est quel gars? Donc moi j'arrive et les gars m'appelaient Zouker. C'est le gars là, c'est le Zouker. C'était un peu difficile quand même. C'était un peu difficile. Donc c'était juste les femmes qui appréciaient ce que je faisais. Oui. Mais les hommes, Joe, j'étais leur ennemi numéro 1, quoi, jusqu'à ce que je sorte ce titre-là. Qui vraiment a fait l'unanimité. C'est ce titre-là qui m'a permis de rentrer un peu dans pratiquement toutes les sphères ça parle de la société. Tout le monde, hein. Ouais, cette chanson, et je l'ai composée dans un moment de frustration ultime. Je me souviens, on était parti à San Pedro, une ville de la Côte d'Ivoire, avec notre producteur et tout un groupe d'artistes, et on devait prester. Et honnêtement, je regardais les artistes qui prestaient, et ça me faisait chaud au cœur. Je me disais, waouh, il faut que j'arrive à atteindre ce stade. Et il y a un gars qui m'a sorti quelque part là-bas, un gars que je ne connaissais même pas. Mais c'est pas le Zouker là, c'est que. Julia, toi, faut passer en premier. Je dis, mais attends. Donc, du coup, sur le coup, ça m'a choqué, ça m'a fait vraiment mal. Et je me suis dit, non, mais attends, il faut que je. Et honnêtement, c'était une direction artistique que je suivais. Parce que mon producteur m'a dit, tu peux faire le zouglou, tu peux faire le coupé-décalé. Mais si tu viens faire ça, c'est déjà ce qu'on a ici. Donc, je veux que tu fasses quelque chose de différent. C'est pour ça que j'ai suivi ce style musical à la base. Sinon, j'ai fait un titre coupé-décalé. C'est d'ailleurs un son coupé-décalé qui a fait que je suis rentré dans Star Factory Music. Okay. Et voilà quoi. Donc, c'était cette direction artistique et je me suis dit, il faut que je fasse un truc dans lequel tout le monde se sentait. Et moi, à l'issue de cette frustration, la seule chose que j'ai dit au gars, il dit, mon frère, c'est l'arrivée qui compte. Et mon manager, maestro de Balzac, qui me dit, il faut en faire un titre. Donc, je rentre dans le bus, et c'est dans le bus qu'on a pris, c'est un car qui nous a pris tout le staff Star Factory Music. C'est dans le bus, en revenant à Abidjan, que j'ai composé cette chanson-là. Et
Pourquoi les textes sont poignants? En fait, je peux prendre une journée pour que 3 phrases que je stocke quelque part. Et quand il y a une inspiration qui me vient, une phrase, j'ajoute. Et c'est comme ça que j'ai composé cette chanson sur un mois quand même. Quand même. Ouais. Ah, et aujourd'hui, c'est quand même un message, Ouais, un souffle d'espoir pour tous les jeunes. Exactement. Donc du coup, tu te réconcilies avec la gente masculine. Ouais, aujourd'hui c'est mes gars su. Hein. Ah, ils chantent pour le ghetto. Ouais. Non, mais après, pour avoir vécu avec les membres du ghetto, avec des membres du ghetto, je pense que c'était ma façon à moi de leur faire comprendre que l'espoir est permis, quoi. Le rêve, il est permis aussi. C'est sûr. Sans rêve, où serions-nous? C'est clair. Que ferions-nous? Est-ce que la vie aurait un sens? Je ne pense pas. Hein. Aujourd'hui, animateur radio et Ouais. artiste, Ouais. tu n'as pas l'impression d'être à la fois juge et parti? Ouais, souvent c'est chaud. Hein. Quand on doit recevoir des artistes, moi je peux pas trop parler, je peux pas trop les attacher, quoi. Ouais, un peu, tu vois, parce que je suis un artiste aussi. C'est qu'on avait reçu, je ne sais plus trop, un artiste qui avait fait un sale buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui devais mener l'interview. Donc il parle un peu, le gars dit, mais toi, mais tu es artiste aussi, non? Non, il dit, toi, mais tu es artiste aussi. Il dit, oh, tu vois. Donc du coup, j'étais obligé à un certain moment de laisser quelqu'un l'idée, les interviews, surtout quand on est face à des artistes qui sortent d'un bad buzz. C'est vrai que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et souvent aussi, il est difficile de prendre parti sur les réseaux sociaux quand un artiste fait quelque chose ou quand un média fait quelque chose, parce que c'est des choses qui arrivent. On est dans une sphère une sphère médiatique où on accorde le privilège, la primeur aux artistes internationaux, d'Europe et tout. Pourtant, je vous fais une comparaison chap-chap. Quand on arrive, par exemple, en France, quand tu arrives en France, tu ne verras pas, une chanson qui est écoutée chaque 15 minutes, une chanson africaine, quoi. Une chanson qui vient de la Côte d'Ivoire, qui vient du Burkina Faso, qui vient du Burundi, qui vient du Ghana. Non, c'est impossible. Ça sera européen d'abord. Vous voyez? Mais nous, on est dans un pays où nous-mêmes, on souffre déjà. Les artistes même ne s'en sortent pas. Eux, ils sont en Europe, là-bas, ils s'en foutent de nous. Hein. Mais c'est leur chanson d'abord. C'est-à-dire, on apprend aujourd'hui que Maître Gims sort quelque chose, c'est vrai, c'est quand même Maître Gims. Voilà. Mais je veux dire, on ne va pas mettre Maître Gims là. Chaque 10 minutes, sa chanson passe. Et quand nous, qui sommes les artistes locaux, on vient déposer nos chansons... Comme Mike Allen, mais tu n'as plus ce problème, toi. Ouais, non, mais en ce moment, mais ça a été chaud. Hein. Non, en ce moment, j'ai plus ce problème. Oui. Mais je veux dire, c'est un combat, par exemple, quand des artistes parlent de ça, j'aimerais bien intervenir, parler et exprimer aussi ce ras-le-bol-là pour eux, pour dire que, parce que c'est aussi ça notre rôle en tant qu'artiste. En tant que devancier pour certains artistes nouveaux venus, c'est aussi notre rôle de taper sur la table, leur dire « Ouais, mais ces enfants ont besoin d'aide et tout, on essaie de les pousser comme on peut. » Mais tu ne peux pas. Ah, mais tu travailles pour une chaîne de télé, donc tu es là. Bon, il faut subir. Ouais. Alors, pour être du métier, tu le sais, les contraintes de temps. Ouais. On pourrait discuter sur des heures, mais malheureusement, il nous reste 2 minutes. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aurais bien aimé m'inviter dans la vie privée. Okay. Mais déjà, j'ai dit aux filles, c'est pas la peine, laissez tomber, c'est un terrain miné, comme on le dit. C'est loti. Je pense que les fondations sont déjà là. On a commencé à mettre les murs, peut-être même que les murs sont finis et tout ça. Oui, pratiquement finis. Donc, lâchez l'affaire, les filles, c'est mort. On espère quand même être invité au mariage. Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est pour dans combien de temps? J'espère 2022. Est-ce que la demande a été faite d'abord? Non, pas encore. Mais ça sera une demande dont tout le monde parlera, quoi. C'est pas les demandes à 2 balles. Vous parlez de Fresh Boy. Vous pensez que c'est votre demande à 2 balles, 3e balle est gratuite là? Non, hein? Non, c'est les demandes dont tout le monde parle. Vraie demande qu'on va attendre avec impatience. Alors là, on est obligé de se dire au revoir. On va se dire au revoir sur le dernier titre dont je suis au courant. Donc Punctually, c'est un duo. Ouais, c'est un duo avec Elou du groupe Kiff No Beat. En fait, c'est une chanson dans laquelle je parle un peu du comportement des hommes. Les gars qui blaguent les go pour aller coucher les go là. Je vous vois. Hein. Parle-leur, s'il te plaît. Les gars, la femme, c'est la plus belle créature de Dieu. La femme, il faut la chérir. Dis-lui la vérité. Moi, il me dit, je sais pas, tu vois une femme,
Si tu es marié, dis-lui que tu es marié. Si tu as une go, dis-lui que tu as une go. Et cette femme, c'est fini. C'est pas fini. Si elle veut pas, là, peut-être il y a une qui va accepter et qui te dit même que peut-être c'est quand tu vas lui dire la vérité. Même, Moi, elle dit, je au moins. pensais que tu allais juste dire que comme il y en a une à la maison, Non, lâche on l'affaire. peut pas faire ça, les gars. C'est pas bon. Non. C'est ce qui est normal. Si tu ne fais pas ça là, tu vas mourir vite. Hein. Bon, Non, il faut être beaucoup plus sérieux. Non, 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 mais je veux dire, vous-même, vous savez qu'on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas. Tu as beau être... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. bon, c'est sur cette note que nous on va s'arrêter pour cet entretien. En tout cas, c'était un super plaisir pour moi. Merci beaucoup, le plaisir Merci est d'être partagé. passé. Merci beaucoup, le plaisir Tu est seras partagé. toujours la bienvenue dans le loft. Merci Et infiniment. on espère que Très tu bientôt. ne viendras pas sans nous rendre visite. Bien sûr, bien sûr. Chaque fois que je serai à Ouaga, je viendrai vous rendre visite, d'autant plus que j'ai passé un excellent moment. Merci infiniment, merci BF1, merci à tous les téléspectateurs. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse BF1, merci infiniment. Amen. Dieu te bénisse et te raccompagne chez toi pour Merci que tu beaucoup. reprennes tes activités de la meilleure des manières possibles. Merci Et on se infiniment. dit au revoir les amis avec ce clip-là. Décision d'avoir des enfants au sein du couple. Et pour en parler, nous recevons comme invité M. Sidi Mohamed Guigma. Il est conseiller familial, également enseignant en éthique managériale. Comment vous allez, M. Sidi? Oui, je vais bien. Alors, c'est quoi l'éthique managériale? Alors, l'éthique managériale, en un mot, c'est l'éthique qui s'applique au management. Et maintenant, à l'intérieur du management, il y a un ensemble de domaines d'activité donc, qui sont naturellement donc, concernés par l'éthique. D'accord. Voilà. OK. Et conseiller familial? Conseiller familial, ce n'est pas un conseil qui se limite à la femme ou à l'homme ou aux enfants. OK. C'est un conseil qui globalise pour tenir compte donc, de toute l'enveloppe familiale qui a besoin donc, d'un accompagnement et d'un soutien donc, pour assumer son développement. On entend souvent le terme conseiller conjugal. C'est différent? C'est quoi la différence? Est-ce Alors, que le c'est une conseiller autre conjugal se appellation? limite juste à un conseil qui va uniquement à l'endroit des couples. D'accord. Et quand on parle de conseil familial, on va au-delà. OK. Parce que là, on s'intéresse aussi aux enfants qui sont une partie intégrante de la famille. D'accord. OK. Effectivement. Parce que Absolument. quand on parle de famille, s'il n'y a pas d'enfants, normalement, on ne doit pas dire que c'est une famille. C'est un couple. Vous voyez, c'est un couple. D'accord. Voilà, Donc, la famille, le mot famille intervient au moment où les enfants s'invitent absolument. dans la vie du couple. D'accord. Et justement, pour que les enfants arrivent, il faut accouchement. Et pour ce faire, on aura besoin de Madame Awa Olivia Tombiano. Elle est sage-femme, formatrice médicale également. Sur ce plateau, la représentante de Maristops, Burkina Faso. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, j'aime bien poser cette question aux sages-femmes. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier visage qu'un enfant voit? Ça fait plaisir vraiment. Et c'est un privilège vraiment de rentrer en contact, même bien sûr, avant même les parents. Ça Quand fait même. plaisir. En fait, c'est vraiment ça. Hein? C'est la première personne Ouais. qui est en contact avec cet être qui vient au monde. Et ça fait combien de temps que vous êtes sage-femme? Je suis sage-femme depuis 2008. Waouh. Ouais. J'imagine que vous ne comptez plus le nombre de bébés qui sont venus au monde. entre vous. Donc c'est un peu compliqué de compter. Mais est-ce que vous vous rappelez du premier? Le premier, bien sûr, accompagné toujours par le superviseur qui est là Absolument. pour pouvoir, bien sûr, en tout cas, vous accompagner pour que ça puisse très bien se passer. C'était une fille ou un garçon? C'était un garçon. D'accord. On espère qu'il va bien. Aujourd'hui, normalement, il doit avoir quoi? 13 ans. 13 ans quand même. Ouais. Waouh, un grand ado, peut-être au collège déjà, à qui on souhaite bon vent. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de ça, le fait de la venue d'un enfant dans le couple. Parce que notre société est faite de telle sorte que la vie que l'on nous trace, c'est une vie où on vient au monde, on grandit, on fait ses armes, on apprend un métier, on trouve un travail, on trouve un conjoint, et ensuite on construit une vie derrière, c'est-à-dire on continue de perpétuer l'espèce humaine à travers justement la venue des enfants. Donc, le monde évolue, la vie devient ce qu'elle est, et souvent on se demande comment gérer tout cela, parce que faire un enfant, c'est pas juste elle a accouché. Faire un enfant, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dedans. Donc, on en parle aujourd'hui justement de cette décision de faire des enfants. Il y en a qui le disent que c'est une décision, il y en a qui le disent, bon, ils sont là, on gère. Donc, aujourd'hui, c'est comment j'ai envie de savoir, je pose cette question à M. Guigma,
l'enfant dans un couple, c'est une suite logique ou c'est une décision à un moment donné? Alors, pour vous répondre, ce sont les deux. D'accord. C'est une suite logique, mais c'est aussi une décision importante à prendre au D'accord. sein d'une famille. Une suite logique dans la mesure où, d'abord, si on ne met pas au monde, vous-même, vous ne serez pas vivant. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, c'est un aspect donc, logique de la vie. Voilà. D'accord. Donc, ça fait même partie de la tradition de la vie. OK? Voilà. Alors, une décision importante à prendre parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant vienne n'importe comment. Donc, il faut quand même se préparer. C'est pourquoi d'ailleurs, même avant même de se constituer en tant que couple, il y a toute une préparation donc, qu'il faut avoir. D'accord. Voilà. Et donc, c'est donc des enfants déjà qu'on a en esprit, avant même de se marier. Alors, on fait des projets. On essaie donc de s'imaginer le type de famille qu'on a besoin d'avoir et on travaille à cela. Et on s'assure qu'effectivement, toutes les mesures sont prises, toutes les conditions sont remplies, donc pour finalement aboutir à une famille, c'est-à-dire un homme, une femme et des enfants. D'accord, Voilà. ok, donc très clairement cela. Et justement, quand on arrive à décider qu'on veut faire des enfants, forcément, il y a un suivi médical qui va avec. Madame Tombiano, vous qui êtes clairement dans cette section de la santé-là, on vient vers vous à quel moment? Au moment où on décide, j'ai envie de faire un enfant, au moment où l'enfant est en route, ou au moment où on décide, on a envie de se mettre en couple? Ok, merci. Il faut dire que nous accompagnons vraiment tout au long de la vie, hein, même avant même de se marier. Ok. Il faut bien sûr cette éducation sexuelle déjà en famille et nous accompagnons déjà les parents pour que les enfants puissent avoir l'information juste et claire sur ce qu'il y a dans la sexualité. Bien sûr, avant même le mariage, il faut bien sûr en tout cas avoir contact pour pouvoir avec ce bilan prénuptial naturellement, avant bien sûr de rentrer en couple. Et dans le couple, quand on est là, on vit la sexualité, on accompagne toujours avec les conseils et tout ce qu'il y a vraiment, tout ce qui entoure la sexualité. Voilà. Pendant la grossesse, toujours, nous sommes là pour accompagner vraiment du début à la fin vraiment. À la fin, Ouais. d'accord. Et justement, parlant de ce bilan prénuptial, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un ensemble d'examens, bien sûr, voilà, qu'on demande de faire, bien sûr, avant de rentrer en couple. D'accord. Question d'être sûr que nous n'avons pas, bien sûr, une maladie, une pathologie qui peut être, bien sûr, incompatible ou qu'il y ait un souci dans le mariage. Donc, il peut arriver que ce bilan-là dise que si vous êtes ensemble, vous ne pouvez pas faire d'enfant. C'est possible, mais c'est une question de décision. Si vous prenez la question, par exemple, d'incompatibilité, au niveau, par exemple, de la drépanocytose, par exemple, Ok. nous allons aller avec des termes simples. Oui. Voilà. Si monsieur et madame, ensemble, pourront avoir un enfant qui est drépanocytaire et qui est difficile vraiment à gérer dans la société, maladif. oui, on pourra donner des conseils, mais la dernière décision leur revient vraiment. Mais en ce moment, ça veut dire qu'ils choisissent de faire un enfant, Oui. tout en sachant que c'est un enfant qui aura besoin d'une attention particulière. Oui, et d'un accompagnement vraiment particulier. D'accord. Mais après, ça ne veut pas dire forcément que l'enfant sera comme ça. Peut-être que souvent, il y a des proportions, qu'il n'y ait pas de transmission. Oui, mais ça se connaît déjà. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est une petite probabilité, mais tout dépendra, Oui, voilà, du phénotype, bien sûr, en fait, des deux conjoints. d'accord. Voilà. Monsieur Guigma, vous qui êtes conseiller familial, Oui. si d'aventure un jeune couple qui souhaite aller vers le mariage se retrouve confronté à une incompatibilité, comme le dit Madame Tombiano, Oui. vous, qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous les accompagnez? Alors, l'accompagnement, c'est d'abord un accompagnement médical, mais ce n'est pas de mon ressort. Voilà, il y a un accompagnement médical qui va se faire. Oui. Mais en général, si c'est avant le mariage, moi, le conseil est vraiment bien précis. Ce n'est pas se marier. Parce qu'il D'accord. faut éviter donc de créer les dégâts pour faire gérer les dégâts par d'autres personnes. Vous voyez? Voilà, on vous dit que vous ne pouvez pas parce qu'il y a une incompatibilité. Alors, l'amour doit normalement partir par la fenêtre. Est-ce Voilà, que c'est possible? il faut, puisque la vie est très importante. Oui. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, l'amour, c'est vrai, c'est un sentiment, c'est une émotion, etc. Mais si, par exemple, vous allez donc pour l'incompatibilité, par exemple, et puis on vous dit que la personne avec qui vous vous apprêtez à vous marier est malade, et ne pourra pas vous donner de bons enfants, ça signifie quoi? Ça signifie que le projet, ce que vous projetez de faire, ne peut plus se réaliser, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une décision à prendre,
mais prenez la bonne décision. La bonne décision, c'est de ne pas être aussi émotionnel, tout en étouffant votre côté intellectuel, pour ne pas comprendre que cette situation ne peut pas vous apporter le bonheur. Vous voyez? Donc il faut faire une sorte de réflexion, un peu de sagesse, voilà, et puis il faut travailler à assagir ses émotions, de sorte à effectivement être raisonnable par rapport à la situation, parce qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre l'amour et la science. Quand on parle par exemple des questions médicales et quand on parle des questions émotionnelles, il n'y a pas de contradiction. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la complémentarité. D'accord. Dès lors qu'il y a un certain conflit donc, qui se dégage dans la relation, donc il faut travailler à être raisonnable et à se dire qu'on peut toujours donc, se marier avec une autre personne avec qui donc, nous avons une certaine compatibilité. Cela est non seulement bon pour vous sur le plan du bonheur, parce que vous-même, vous n'allez pas le réaliser si vous incitez ou du moins vous forcez à y aller, mais en plus de cela, vous créez tellement de situations difficiles pour votre famille, pour la société et pour la nation entière. Vous voyez, quand on parle du budget médical qui est alloué par exemple à ce type de situation, quand on se fait une idée estimative, ce n'est pas aussi un petit budget. Vous voyez? Ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a un travail de sensibilisation, comme elle l'a dit, il y a un travail qui est en train de se faire pour permettre aux gens donc effectivement de faire ce type d'examen-là avant de se marier. Cela va les aider énormément donc, sur le plan donc, de leurs décisions et même sur le plan économique au niveau national. Est-ce que c'est des situations que vous avez déjà rencontrées? Oui, ce sont des situations que j'ai rencontrées où, par exemple, les jours de certaines personnes sont comptés et pourtant ils se sont mariés, c'est pour le bonheur, mais les jours sont comptés parce que juste il y a pour les questions d'incompatibilité. Vous voyez déjà, tout le temps la femme est malade, donc le monsieur n'arrive pas à s'en sortir. Vous voyez? Ou bien tout le temps le monsieur est malade et la femme a des difficultés. Vous voyez? Ou bien tout le temps, les parents, ça va un peu, mais il y a un enfant qui est malade tout le temps. Vous voyez? Parce que je crois comprendre qu'il y a une forme d'hérédité quand même dans certaines situations qu'il faut quand même faire ressortir. Voilà. Tout ça a besoin donc d'être vraiment visibilisé avant le mariage. D'accord. Voilà. C'est pas une course de vitesse en réalité le mariage. Il faut vraiment prendre tout son temps, toute son harmonie, donc pour pouvoir prendre la meilleure décision afin de pouvoir garantir justement cette vie-là à votre famille, à tous les membres de votre famille en fait. D'accord. Voilà. Ça c'est quand on décide en fait de faire le cheminement normal. C'est-à-dire on se rencontre, on se marie, on fait des enfants. Oui. Mais on sait que souvent ça n'arrive pas forcément dans cet ordre-là. Ce qui veut dire que le choix de la personne avec qui on fait un enfant doit être un choix. Mais est-ce que c'est très souvent un choix, madame? Oui, mais c'est effectif, c'est un choix. On choisit, bien sûr, en tout cas, de se fréquenter, quitte à peut-être à la longue faire avancer les choses et faire un bilan prénuptial naturellement pour voir notre situation sanitaire, naturellement. Mais vous, qui êtes justement dans cette sensibilisation, est-ce que vous ne rencontrez pas plus de cas où, en fait, l'enfant n'était pas voulu? Oui, il arrive des cas, et même beaucoup, et même beaucoup. Les chiffres parlent vraiment, où nous avons plein de cas vraiment de grossesse non désirée, dans tous les milieux, que ce soit le milieu scolaire, que ce soit le milieu où les enfants sont en situation de vulnérabilité. Nous rencontrons vraiment beaucoup de cas vraiment de grossesse non désirée, malheureusement. Et donc, quand ce sont ces situations et qu'on s'aperçoit après qu'il y a ce souci, on ne fait que gérer. Et vous et moi, nous allons supporter cette charge étant burkinabé naturellement. Exactement. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que s'il y avait incompatibilité dans ce genre de cas, on est dans la situation où l'enfant est là. Oui. Il faut gérer l'enfant. Donc, c'est dire que faire un enfant, ça va au-delà de trouver un conjoint, en fait, M. Guidman. Ça va au-delà. Et même pour appuyer un peu ce qu'elle a dit, alors on parle d'un terme ici qui est beaucoup utilisé dans notre monde, dans notre environnement social. C'est le copinage. D'accord. Vous allez avoir une personne qui a pratiqué tous les copinages, tout un tas de relations de copinage, avant de pouvoir effectivement rencontrer un conjoint, par exemple, ou bien une conjointe. Voyez? Donc, ce type de relation-là, en réalité, si on peut travailler effectivement à donner une certaine éducation dans les écoles, une certaine éducation dans les milieux professionnels, une certaine éducation dans notre environnement, dans les quartiers,
ça va peut-être, ça va en tout cas aider donc, à réduire en fait cette question d'incompatibilité. Dans la mesure où les gens pourront effectivement développer une certaine conscience par rapport à la relation avec qui on va, avec qui on ne va pas. Vous voyez? On ne va pas avec l'autre, pas parce que la personne est ceci ou cela sur le plan extérieur, mais parce que peut-être la personne a un certain nombre d'éléments donc, qui sont incompatibles avec les éléments que moi je possède. Souvent, je suis peut-être défavorisé dans la relation, mais je dois accepter. Ou bien peut-être souvent, c'est la personne avec qui je suis qui est défavorisée, et cette personne aussi doit accepter pour effectivement ne pas aller dans cette relation, parce qu'on connaît déjà les résultats sur le plan scientifique. Voilà ce que ça donne. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le côté scientifique médical. Oui. Mais la décision d'un enfant n'est pas que juste médicale. Non, il y a ce n'est pas que aspects juste à prendre médical, en oui. compte. Oui. Il y a ce qu'on appelle la partie émotionnelle. Oui. Voilà, ce qu'on appelle l'amour, mais pas un amour qui se goûte, en tout cas de manière désordonnée. Donc il faut travailler effectivement à inculquer un certain nombre de valeurs, les valeurs de pureté, les valeurs d'abstinence. Parce que ce sont ces valeurs-là qui peuvent vraiment constituer le ciment pour une société qui est solide, ou une société qui peut vraiment se développer. Voilà. Quand vous voyez un peu, nos sociétés sont un peu fragilisées par ce type de comportement. C'est quoi d'ailleurs, j'ai parlé du copinage. Voilà. Donc la question d'amour, c'est pas, on voit quelqu'un extérieurement, on dit voilà, je suis amoureux d'elle, ou bien je suis amoureuse de lui. Non, ça ne se limite pas à ce niveau. Donc, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les dimensions physiques, ou les dimensions extérieures, mais il y a aussi les dimensions intérieures. C'est-à-dire les dimensions morales, les dimensions émotionnelles, les dimensions psychologiques, les dimensions spirituelles. C'est ça. Voilà. Et tous ces aspects ont besoin donc d'être pris en considération, voilà, pour aboutir effectivement à une prise de bonne décision. Ouais. À une bonne prise de décision. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a tous ces éléments-là, n'est-ce pas d'ailleurs, souvent je parle d'un terme qu'on utilise souvent, on n'utilise pas très couramment comme ça, la généalogie par exemple. Oui. Si vous voulez par exemple vous marier à une personne, cherchez au moins un minimum d'informations sur cette personne-là. Hein, si vous pouvez remonter peut-être à 7 générations ou à 3 générations, vous avez au moins la possibilité d'obtenir des informations sur un certain nombre d'aspects qui sont des aspects d'ordre spirituel, mais qui vont vous accompagner dans votre mariage. D'accord. Voilà. Okay. Donc il est important également de prendre ces éléments-là en ligne de compte. D'accord. Donc il y a le médical, le psychologique, l'émotionnel, le spirituel. Okay. Maintenant, Madame Guigma, le côté financier, est-ce qu'une grossesse coûte cher? Une grossesse coûte cher. Au Burkina, actuellement, les grossesses, bien sûr, en fait, les soins sont gratuits. C'est gratuit. Bien sûr. Mais il ne faut pas exclure que, bien sûr, il y aura en tout cas d'autres besoins qui accompagnent naturellement pour le bon déroulement, en tout cas, de cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Voilà. On accompagnera, bien sûr, le couple pour ce qui concerne le volet médical, mais naturellement, à la maison, s'il y a d'autres besoins, de s'alimenter, parce que qui parle de santé également, il faut bien s'alimenter, et particulièrement au moment de la grossesse, pour permettre le bon déroulement de la grossesse, l'accouchement, et que nous puissions avoir également un enfant qui soit fort et intelligent pour le Burkina. Du coup, est-ce que c'est prétentieux de dire qu'il vaut mieux attendre d'avoir un minimum pour se dire, bon, là, je pense que j'ai les moyens de faire un enfant? Alors, votre question me fait, en fait, me rappeler souvent les jeunes qui nous appellent pour des conseils, qui demandent à quel âge je dois avoir, excusez-moi, des relations sexuelles, par exemple. Et la réponse est assez simple. On a l'âge d'avoir les relations sexuelles lorsqu'on a la possibilité de gérer les conséquences, notamment au cas où une grossesse arriverait qu'on puisse gérer. Donc, c'est le fait, en fait, c'est un projet. C'est un projet, et quand on veut faire un projet, il faut mettre les avantages de son côté, naturellement. Donc, il faut s'accompagner vraiment de mesures pour pouvoir, en tout cas, prendre en charge correctement cet enfant qui va venir, vraiment qu'il soit vraiment épanoui et que toute la famille soit épanouie. Pas que l'arrivée d'un enfant soit un fardeau, mais tout au contraire, une joie dans la famille. Donc il faut travailler à éviter que la grossesse soit annoncée du genre « Ah, on a un problème », mais plutôt par « J'ai une bonne nouvelle ». C'est une joie, oui. Ça doit être une joie, Parce vraiment. que normalement, ça doit être annoncé par « J'ai une bonne nouvelle », pas par « Ah, on a un problème ». C'est ça. Si c'est « On a un problème », c'est que c'est grave, non seulement pour la personne, mais pour toutes les personnes autour. Et donc, pour arriver à ça, je pense qu'il faut que chacun, on contribue vraiment
depuis la famille, depuis la cellule sociale déjà, entourer l'enfant avec tous les conseils vraiment pour tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Il y a des familles jusqu'à présent où c'est un tabou de parler du sexe à la maison. Il faut en parler aux enfants. On peut éviter d'en parler. On a souvent envie de dire qu'on n'en parle pas parce que c'est un enfant, parce qu'à nos yeux, même jusqu'à présent, je suis le bébé de mes parents. C'est comme ça. Mais une fois qu'on sort, on ne sait pas qui fait face à notre enfant et quels sont les conseils qu'on donne à l'enfant. Donc naturellement, quand l'enfant n'a pas en fait ces informations claires sur sa sexualité, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc ce qui fait que franchement, il faut vraiment accompagner les enfants avec toute l'éducation sexuelle, vraiment, pour son âge, adapté tout au fur et à mesure que l'enfant puisse comprendre, voilà, et suivre en tout cas sa scolarité et puis pouvoir en tout cas faire son enfant au moment voulu. D'où notre slogan en tout cas, enfant par choix et non par surprise. Et c'est important ça, enfant par choix. Et supposons qu'on est dans le meilleur des scénarios. On s'est rencontrés, on a fait le bilan prénuptial, il est parfait, mais on n'a pas forcément les moyens. On décide quand même, on a envie de vivre ensemble. En ce moment, est-ce que, parce que le regard de la société est là, une fois que vous êtes mariés, au bout de 2-3 ans, on se dira, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas encore d'enfants, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que notre société accepte ce genre de scénario-là? Alors, il faut dire que la société, c'est vous et c'est moi. Oui. Et c'est ça, et on dit, un œuf, en fait, quand il ne se casse pas la force intérieure, la vie commence. Mais quand c'est une force extérieure qui intervient, ben la vie est terminée. C'est vrai. Quand vous prenez un caillou et vous tapez sur un œuf, la vie est terminée. Mais quand c'est le poussin lui-même qui creuse, c'est pour dire que c'est vrai, la société a ses règles, mais dis donc, il faut voir ce qui va vraiment avec vous. C'est ça. Donc, il faut également décider de quand est-ce qu'on aimerait faire un enfant, quand est-ce que je suis en tout cas prête pour faire un enfant, ou quand est-ce que je suis prêt en tant qu'homme avant de faire un enfant pour pouvoir en tout cas prendre en charge. Parce que c'est vraiment triste de voir des enfants dans des situations de rue. Toute la circulation, lorsque vous prenez, ça fait vraiment... c'est choquant ça vraiment. Mal. Voilà. Donc, je pense qu'en tout cas, ça devrait se décider, mais pas annoncer on a un problème, mais plutôt une joie. Vraiment de dire que je suis enceinte. Monsieur Guigma, la même question. Par rapport au fait, est-ce qu'aujourd'hui, psychologiquement, les gens accepteraient qu'un jeune couple se mette ensemble, attendre 5 ans, voire plus, sans enfant? Alors déjà, avant de répondre en fait à votre question, alors madame avait parlé de gérer les conséquences. Oui. Voilà. Donc à l'intérieur, certainement, peut-être que si elle doit développer, elle va certainement faire allusion aux questions matérielles, aux questions financières. Absolument. Mais aussi les questions d'accompagnement sur le plan psychologique, émotionnel, etc. Voilà. Donc, il va falloir qu'on tienne compte énormément de ces aspects-là également. D'accord? C'est ça. Alors, c'est pour dire que vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent faire des enfants. L'essentiel, ce n'est pas de faire les enfants. C'est ça. Mais est-ce que vous êtes responsable vis-à-vis de ces enfants-là? L'essentiel, ce n'est pas d'acheter une moto pour un enfant. Est-ce que vous êtes vraiment disposé à accompagner cet enfant-là pour lui permettre d'avoir une bonne éducation et un bon comportement dans son milieu social? C'est ça. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vraiment la manne matérielle pour prendre soin, effectivement, des enfants. C'est bien d'avoir ce matériel-là, mais en plus de cela, il faut être un père, c'est-à-dire qui prenne la responsabilité, qui peut prendre la responsabilité de prendre soin de ces enfants-là, voyez, qui peut leur donner une certaine éducation, voilà, et qui peut leur transmettre des valeurs, voyez. On a beaucoup de parents qui ont les moyens, mais ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont aucune valeur. Je suis désolé de le dire, il y a des parents, s'ils m'écoutent, ils savent qui ils sont. Je ne sais pas qui ils sont, mais il y a beaucoup de parents comme ça. Ils ont tout, mais il n'y a pas de valeur à transmettre aux enfants. Et donc ça, c'est un côté quand même assez négatif. Il faut travailler à résoudre. Donc moi, je parle en termes de responsabilité. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai, on peut ne pas avoir les moyens, mais faire des enfants. Oui. Vous voyez, non? Oui. Voilà, parce que c'est une décision que vous prenez. Mais pourvu que la décision soit prise par les deux. Parce que ce qui sauvegarde effectivement la vie d'un enfant, c'est l'unité, par exemple, entre mari et femme. Si vous êtes unis, mari et femme, vous décidez donc de prendre effectivement ce chemin-là. Comme madame l'a dit, à l'intérieur de l'œuf, donc c'est le poussin à l'intérieur de l'œuf là qui prend sa responsabilité pour casser l'œuf. Oui.
Vous voyez, c'est une responsabilité qui appartient au couple de prendre cette décision. Mais quand ils prendront la décision, qu'ils assument aussi les conséquences. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, à tous les niveaux, donc, on se retrouve donc à la question de la responsabilité. Oui. Voilà. C'est pour dire que si des jeunes décident effectivement, c'est un jeune couple, ils n'ont pas forcément les moyens, mais ce ne sont pas les moyens qui éduquent forcément un enfant. On peut ne pas avoir les moyens, mais on a toujours de l'espérance. On pense qu'un jour, la situation va changer. Et qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, si effectivement un enfant vient, peut-être un emploi va venir. Est-ce que vous voyez? Alors, ça peut arriver. Vous voyez, non? Pour des personnes qui croient véritablement en Dieu, rien n'est impossible à Dieu, par exemple. Vous voyez? Voilà. Parce que quand on parle d'un enfant, un enfant ne vient pas tout seul. Il y a d'abord la relation entre mari et femme, mais centrée sur Dieu. Ce n'est pas l'homme et la femme seulement qui se sont mis ensemble pour que l'enfant vienne. Dieu y a participé. Ça signifie que pour effectivement pérenniser cette relation, Dieu va participer donc dans cette pérennisation. C'est pourquoi moi je pense que ça reste un choix, que vous ayez les moyens donc, pour faire un enfant, ou que vous n'ayez pas les moyens pour le faire, mais dans tous les cas, prenez une bonne décision qui ne va pas influencer négativement aussi la société. Voilà, que votre décision, si vous la prenez, que vous ne disiez pas que non, Dieu va s'en charger. Ça aussi, ça ne marche pas, parce que Dieu n'est pas visible à l'œil nu, par exemple. Voilà, donc nous sommes ces personnes-là qui sommes donc investies donc, de missions parentales pour pouvoir prendre soin des enfants, et c'est pourquoi il faut vraiment l'assumer. D'accord. Voilà. Justement, une décision assumée. Et comment on prend cette décision-là? On a posé la question à nos téléspectateurs. On écoute leurs éléments de réponse et on revient. Je me dis que le choix d'un enfant dans le couple se fait à deux. Moi et puis ma conjointe. C'est-à-dire qu'il y a tout un... Je me dis que le choix d'un enfant dans le couple se fait à deux. Moi et puis ma conjointe. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus qu'il faut prendre en compte afin d'assurer son avenir. Je tiens à lancer un appel en même temps à ces parents-là qui font venir les enfants sans songer à voir est-ce que cet enfant, je peux assurer son avenir avant de le faire venir. Voilà, parallèle de ma watin. Ça quand la tombe taba. Amik ti danger na zina me bum kama na toy. Da danger hankabe bum ti manato. Et la tombe taba. Il pam kama. Hankale kama ya atabi manunu. Avoir un enfant, ce n'est pas se lever du jour au lendemain seulement, faire un enfant et puis ne pas s'en occuper. Voilà, si la femme est d'accord, toi aussi tu es d'accord. Si l'enfant vient par amour, l'éducation de l'enfant, ça suit. Voilà, mais si un des deux n'est pas d'accord avec le choix, vraiment, sincèrement, ça ne serait pas comme vous le voulez. Et vous savez, l'enfant, c'est un don de Dieu. Tu peux tout avoir dans la vie, planifier la venue de l'enfant. Mais si Dieu ne décide pas, ce dernier peut ne pas venir. De nos jours, en tout cas, là, il faut vraiment une vraie préparation avant d'avoir un enfant. Parce que nous-mêmes, on voit la société de la vie, c'est un peu compliqué. Voilà. Et en plus, on a tendance à aller vers l'adoption, qui est une bonne chose aussi. Quand je vais finir mes rêves les plus précieux là maintenant, je vais décider donc. En ce mois, j'aurai le temps quand même pour l'éduquer, pour mettre l'enfant dans la situation. Voilà. Parce que étant dans le couple là, comme il y a d'autres qui décident de planifier, et séparer aussi les enfants. Les méthodes, bon, je pense que je vais décider ça avec mon mari. Ben voilà, donc c'est ce qu'ils disent par rapport au fait que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est vrai que tantôt on a parlé des conséquences à assumer, de tout ce qu'il y a comme implication en termes de responsabilité et des valeurs à transmettre. Une question basique, c'est quoi être parent? Monsieur Guigma. Alors, être parent, c'est entretenir une relation parentale. Okay? Donc, à l'intérieur, quand on parle de parents, alors pour ne pas aller dans des définitions tellement théoriques, voilà, dans une famille, vous avez papa, vous avez maman et vous avez les enfants. Voilà. Donc, la relation donc, qui lie le papa et les enfants, c'est une relation parentale. D'accord. Voilà. Donc, papa est un parent pour son enfant. Maman aussi est un parent pour son enfant. Maintenant, en Afrique, il y a bien sûr ce qu'on appelle la parenté au sens élargi, où il y a bien d'autres intervenants, donc toujours pour alimenter la parenté au niveau de la famille. Voilà. Mais ce qui va caractériser un parent, ce n'est pas forcément la relation uniquement substantielle ou matérielle, mais c'est la relation d'amour
comme un des intervenants l'a dit au niveau de du micro-trottoir, oui. c'est cette relation d'amour-là qui anime les parents. Et donc cette relation d'amour qui est vraiment émotionnelle et qui permet effectivement une certaine transmission de l'énergie à cet enfant-là, pour son développement, pour sa croissance, pour sa maturité. Vous voyez. Voilà. Et à tous les niveaux. Non seulement une énergie ou un soutien qui permet à l'enfant de croître physiquement, mais aussi une énergie, un soutien qui permet à l'enfant de croître émotionnellement. Voilà. Madame, allez-y. Et justement, quand, au niveau du micro-trottoir, quand ils étaient en train de parler, j'ai pensé à un phénomène qui est très développé au Burkina. C'est quoi? C'est le phénomène de la fille-mère. D'accord. C'est un phénomène qui est très développé. Oui. Alors, ces filles-mères-là, il faut que peut-être que nous ayons une possibilité de leur permettre de témoigner par rapport à ces difficultés dont on est en train de parler là. Sur la question d'avoir un enfant sans être marié, par exemple. Ouais. D'avoir un enfant à supporter sans avoir un emploi, par exemple. D'avoir un enfant à prendre soin sans avoir les moyens nécessaires. D'avoir un enfant sans assumer pleinement sa responsabilité vis-à-vis de cet enfant. Oui. Voilà. Donc ça, c'est juste une parenthèse par rapport à la question. Vous dites que la question de la fille-mère, c'est une question préoccupante au Burkina Faso. Absolument. Voilà. Et je ne pense pas que c'est Mme Tambiano qui va dire le contraire. Mais c'est vrai que M. Guigma l'a dit, hein, avoir un enfant, ne pas avoir forcément les moyens de s'en occuper, avoir un enfant, ne pas avoir un emploi, ça fait beaucoup de préoccupations. Mais en tant que mère active, avoir un enfant et un emploi, c'est quand même une décision également qui se prend. Donc, comment on gère ça? Comment on gère ça? Il faut dire qu'on s'accompagne. Hein? On s'accompagne toujours quand c'est comme il a si bien dit. C'est une décision. Ouais. Et une fois à la maison qu'on s'entend, on a décidé d'avoir l'enfant, on l'assume à deux. Et je pense qu'en ce moment, ça facilite encore les choses. Ça permet vraiment, c'est vrai que c'est pas simple, vraiment de gérer le stress. Du travail. Non seulement le travail, oui, bien sûr, et à la maison, mais ça se fait vraiment avec plaisir quand c'est décidé. Quand ça a été choisi. Mais souvent, on dit que c'est quand même un sacrifice d'être parent. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice? Et c'est un sacrifice qui en vaut vraiment la peine. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut dire que ça comble. Je ne dirais pas que quand on n'a pas un enfant, forcément, on ne s'épanouit pas. Parce qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Absolument. C'est vrai que c'est un cycle de la vie. On naît, on grandit, on se reproduit et on meurt. Mais à un moment donné, même si on n'a pas eu cette chance, si Dieu ne nous a pas permis, bien sûr, d'avoir un enfant, c'est pas je ne dirais pas, c'est pas la fin du monde. Non, on peut toujours l'adopter. J'ai bien aimé, bien sûr, en tout cas, l'internaute qui a parlé de l'adoption. Oui. Parce c'est en cela également qu'on donne un sens à la vie. Oui. Voilà, à un moment donné, si on n'arrive pas à avoir, bien sûr, on peut adopter. Donc, pour revenir, bien sûr, à votre question, et dire que c'est un sacrifice, mais qui en vaut vraiment la peine. Parce que ça fait plaisir de voir son image grandir. Et ça fait plaisir vraiment de voir, en tout cas, cette descendance vraiment s'intégrer dans la société et dans la meilleure vraiment des manières qui puissent exister. Vraiment. Exactement. Alors, M. Guigma avait parlé justement du fait que être parent, c'est pas juste financier. Il y a des valeurs à transmettre et qu'il y a des parents qui malheureusement n'ont pas de valeur à transmettre. Ouais. Et on a tantôt parlé de l'adoption. Je vais faire la corrélation entre les deux. Ouais. Est-ce que celui qui a juste donné la vie peut être considéré comme le parent dans tous les cas? Monsieur Guigma. Alors, celui qui a juste donné la vie, sans donner l'amour, n'est-ce pas? Sans donner l'amour, sans transmettre l'éducation, sans transmettre les valeurs, oui. Sans... Ah oui, c'est un parent, mais un mauvais parent. Vous voyez? Voilà, un parent dans la mesure où, au moins physiquement, c'est celui qui a donné la vie. OK? Ou bien celle plutôt qui a donné la vie. Ce sont les femmes qui donnent la vie. Alors, ces personnes ont le mérite effectivement d'avoir mis au monde des enfants. Voilà, mais alors, l'élément qui est manquant, c'est que ces personnes doivent jouir, donc doivent remplir les responsabilités vis-à-vis de ces enfants. Et vous voyez, il y a tellement de phénomènes. Parce que quand on parle de cette question, il y a des couleurs culturelles donc, par rapport à la question. Vous voyez, il y a beaucoup de situations.
Ça dépend de certaines circonstances. Vous voyez, par exemple, certaines personnes qui pratiquent, par exemple, la prostitution, peuvent se retrouver avec des enfants, par exemple. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Et une prostituée n'a pas forcément en tête, par exemple, des questions de valeur. Moi, je connais, par exemple, une dame qui a jeté son enfant à la poubelle. OK? Elle a mis l'enfant au monde, elle a jeté l'enfant à la poubelle. Et j'ai un petit frère qui a pris l'enfant dans la poubelle. Et c'est dans la région de Pau. Il a pris l'enfant dans la poubelle. Il a amené l'enfant au niveau de la gendarmerie. Alors, ils ont pris soin donc de s'occuper de l'enfant sur le plan médical. Et ensuite, il a pris l'enfant chez lui, puisqu'il a pu poursuivre pour avoir l'adoption de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, c'est une jeune fille qui est à la maison. Mais on ne connaît pas sa maman, par exemple. Vous voyez? Mais dans le cas de cette jeune fille, ses parents, sans être biologiques, c'est ceux qui ont fait en sorte qu'elle devienne une personne. C'est ceux qui ont fait en sorte qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc le sentiment d'être parent, ce n'est pas seulement par le fait biologique. Voilà, qu'on n'est pas. On n'est pas parent juste parce qu'on donne naissance physiquement. On est parent parce qu'on s'en occupe. Et le vrai parent qu'on est en train de chercher là, voilà, auquel on aspire là, c'est le parent qui met au monde et qui s'en occupe. Voilà. Et ce n'est pas juste le parent qui met au monde et il demande aux autres donc de gérer les dégâts. Donc on ne voudrait pas être dans cette hypothèse. Mais il arrive que compte tenu des situations, des problèmes sociaux qui rencontrent donc beaucoup de jeunes garçons et beaucoup de jeunes filles, donc il faut s'attendre à ce type de situation-là, par exemple. Vous voyez? Oui, il y a même certains petits projets qui se créent pour recueillir justement ce type d'enfants. Par exemple, en Inde, ils ont un projet comme ça, où par exemple, lorsque la femme met un enfant au monde, quand c'est une fille, alors le plus souvent, quand c'est une fille, c'est toi qui payes la dot. Et compte tenu donc de cette situation-là, alors elle va aller jeter l'enfant là, quelque part. C'est-à-dire ils ont créé une sorte d'orifice, là où on peut jeter les enfants. Et il y a des personnes à l'intérieur donc de la maison qui récupèrent les enfants et qui les éduquent, qui prennent soin de ces enfants-là. Mais la dame, quand elle vient, c'est ni vu ni connu. Elle vient, elle jette l'enfant dans une sorte de, en tout cas un contenant. Alors elle jette l'enfant à l'intérieur. Et donc il y a une personne. De l'autre côté, l'enfant sera récupéré et l'enfant aura une éducation. Prend soin de l'enfant. Vous voyez? Donc il y a par exemple ce type de projets-là qui ont été créés pour résoudre, par exemple, pour faire face à ce type de situation d'ordre culturel. Oui, mais monsieur Guigma, il y a une situation. En fait, ce genre de situation m'inspire toujours cette question. Mais si d'aventure, cette fille qui a été jetée par sa mère se retrouve un jour avec un de ses frères en couple, parce que la mère ne va jamais retrouver son enfant. C'est terrible. Oui. Alors, cela peut arriver, c'est vrai, mais pas très... Ce n'est pas très courant, c'est vrai, mais ça peut arriver effectivement. Voilà. Mais quand cela arrive, on revient toujours à la question des examens prénuptial, n'est-ce pas? Où on a quand même un ensemble d'indicatifs sur le plan médical qui nous permet de savoir si, effectivement, est-ce que par rapport justement aux informations, est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité, par exemple? Parce que vous voyez que le plus souvent, quand il y a ce genre de situations, lorsque, par exemple, des personnes qui sont parentées couchent, par exemple, ensemble, quand ils mettent des enfants au monde, les enfants ont beaucoup de chances de se retrouver avec des situations de SS ou quoi là. Donc, et puis, la vie n'est pas prolongée à cause de cette situation. Vous voyez? Par exemple, il y a des personnes qui sont dans ce genre de situations-là. Voilà, et ces personnes-là n'ont pas forcément une longévité comme ça. C'est vrai que dans la consanguinité, les tares génétiques se transmettent beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, madame est peut-être mieux placée pour expliquer la question. Ce que je voudrais dire ici, c'est que si on se retrouve dans cette situation, on peut toujours se référer aux questions, ou du moins aux informations qu'on dispose sur le plan médical, donc pour résoudre la question. Voilà. C'est vrai que j'ai quand même dit, c'est vrai que j'ai posé la question en mode, il y a le risque que l'enfant en grandissant se retrouve peut-être avec un frère ou une sœur. Mais, Madame Tombiano, est-ce que vous pensez que entre avoir un enfant, ne rien avoir à lui transmettre et le garder malgré tout avec tout ce qu'il y a et le donner à ce que quelqu'un d'autre s'en occupe, quelle est la meilleure décision selon vous?
Ok, merci. Avant de répondre à votre question, j'allais juste en fait revenir un peu sur la question où il parlait en fait des cas de SS pour dire en fait les drépanocytaires. Mais aujourd'hui, avec le niveau de vie, l'accompagnement médical qui existe, ce sont des gens qui vivent aussi longtemps, sinon même mieux encore que nous. Hein. C'est ça. La Voilà. science, Donc, la science heureusement vraiment, évolue. Oui, et avec franchement le niveau de vie, ça va. Ils vivent et ils vieillissent vraiment. Bien. Donc, pas de souci vraiment pour ceux qui sont dans cette situation de paniquer. Il faut simplement s'approcher, bien sûr, en tout cas, de ceux qui sont compétents. Bien sûr, il faut s'approcher d'un médecin pour avoir une consultation et on les accompagne naturellement. D'accord, ok. Donc, pour revenir à votre question, vous avez parlé, Est-ce que faire un enfant oui. et le laisser, le donner à l'adoption parce qu'on estime que on ne peut pas s'en occuper ou qu'on n'a pas de valeur à lui transmettre ou qu'on n'est pas psychologiquement prêt à s'occuper d'un enfant, et justement savoir qu'on n'est pas dans cette disposition de s'occuper d'un enfant et le garder quand même. Quel est le meilleur choix? Je pense que ici, c'est le fait de savoir, de dire que je ne sais pas, c'est une force également. Et c'est la même chose. Okay. Donc, pour dire qu'au Burkina, les cas d'adoption, ça existe. Hein. Il y a des adoptions simples et il y a des adoptions plénières. Où le parent, en fait, biologique, bien sûr, ne sait même pas qui a adopté. Et celui qui a adopté l'enfant, bien sûr, devient le parent dorénavant. Si je ne m'hasarde pas, bien sûr. Donc, pour dire que, naturellement, je pense qu'en tout cas, c'est un choix et c'est assez responsable. On a eu un enfant par la force des choses. Peut-être que je n'ai pas pris les soins parce que quelque part, nous avons déjà échoué quelque part. Parce que le rôle, c'est de pouvoir donner ces informations. Des informations justes, bien sûr, sur la sexualité, pour permettre, bien sûr, en tout cas, de faire un choix. C'est ça également, la planification. C'est ça. C'est un choix. L'ensemble de mesures qu'on va s'entourer pour, bien sûr, favoriser les naissances que nous voulons et, bien sûr, éviter les naissances que nous ne voulons pas, les grossesses non désirées, jusqu'au temps voulu. Mais au cas où ça arrive par la force des choses, parce que c'est ça également la vie, et c'est ça qui fait plaisir d'ailleurs. Donc, au cas où ça arrive et qu'on ne voudrait pas, et qu'on se trouve dans une situation où réellement on ne peut pas prendre en charge et qu'on va vers, en tout cas, des services compétents, tels que l'action sociale, par exemple. Et bien sûr, pour trouver une solution à ça, je pense que c'est une force d'ailleurs, parce qu'il y a cette possibilité également de se faire accompagner par l'action sociale pour pouvoir prendre soin de cet enfant au lieu de l'abandonner. D'accord, ok, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'on a quand même, j'aimerais bien revenir sur le côté un peu financier de la charge d'un enfant. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent pour s'occuper d'un enfant, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut juste faire l'impasse sur cette donne-là? Parce que la vie coûte cher aujourd'hui. Scolariser un enfant, ça coûte ce que ça coûte. Et si on a des ambitions vraiment d'études supérieures comme il faut mettre la cagnotte en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans une dynamique, quand on revient un peu sur le taux de fécondité ici, qui est un peu plus de 5 enfants par femme, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'arriver à ce chiffre-là encore? Mais quand on donne le taux de fécondité, c'est une moyenne qu'on donne. Toutes les femmes ne feront pas 5. Il y en a qui vont aller au-delà, il y en a qui n'en auront même pas. Et donc, c'est l'ensemble, vraiment, toute cette cagnotte-là qui fait qu'on arrive à donner cette estimation à 5 et quelques enfants, naturellement. Voilà. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, en tout cas, vu les conditions naturellement, mais c'est un choix. Il y en a qui peuvent même se donner, en tout cas, ce plaisir-là, d'avoir plus de 5. C'est possible. Mais il y en a également qui ne peuvent pas, en tout cas, prendre bien sûr soin de 5. À ce moment, ils feront en tout cas le choix de limiter au moment où ils pourront. Au nombre où, en tout cas, ils pourront prendre financièrement et tout ce qui s'accompagne comme morale et tout, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent pour pouvoir prendre en charge un enfant, mais il faut être même psychologiquement prêt. On en a vu des gens qui ont l'argent, qui ont eu des enfants, mais qui ne s'attendaient pas, en tout cas, ne s'attendaient pas à avoir cet enfant, fait que l'enfant n'est peut-être pas aimé au même titre que les autres enfants qui étaient vraiment désirés. Et d'où vraiment, nous, notre accompagnement pour leur permettre vraiment d'avoir l'enfant au moment voulu. Parce que ça également, c'est quand même un volet important. C'est vrai que décider d'avoir un enfant, c'est une chose. Décider à quel moment l'enfant viendra, c'est une chose. Et quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir, décider de l'espacement, là, c'est également une décision à prendre. Par rapport à la charge financière, M. Guigman, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une logique d'obligation de limiter les naissances? Moi, je ne dirais pas que... Vous savez, l'argent, c'est un peu comparé à l'alouette. On est tout le temps, toute la vie à chercher l'argent. Vous voyez? Et on ne va jamais l'attraper, n'est-ce pas?
Parce qu'on passe le temps à se dire, oui, je n'ai pas l'argent, ou bien je suis en train de chercher l'argent. Mais à chaque fois qu'on est dans une posture pour attraper l'argent, l'argent s'envole à nouveau vers un autre univers, vous voyez. Donc quand on fait ce type de calcul-là, alors souvent on peut se tromper. Ça peut être de très mauvais calculs, vous voyez. Voilà. Donc la question de l'humanité, c'est une question urgente. C'est une question de vie. C'est une question de transmission, effectivement, d'une tradition, d'une génération, d'une progéniture. D'accord? C'est une transmission aussi des valeurs, vous voyez. Par exemple, si c'est des bons enfants qui emplissent la terre, vous allez avoir la paix, par exemple, sur la terre. Mais M. Guigma, on est 7 milliards quand même aujourd'hui. Ah oui, on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Il paraît que chaque année, à partir du mois de juillet, on est en train d'exploser ce que la terre peut nous offrir parce qu'on a dépassé ce qu'on était en droit de consommer. Oui, mais imaginez que vous ayez 4 enfants, ou bien vous ayez 5 enfants, ou bien vous ayez 10 enfants, et tous les 10 enfants sont merveilleux. Oui. Faites-vous seulement cette image. Ils sont merveilleux, mais c'est quand même une charge. Oui, ils sont une charge dans la mesure où vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment parent pour prendre soin de ces enfants-là. Non, je ne parle pas au stade de juste parent. Je parle à l'échelle mondiale, en fait. Parce que si chacun a 10 merveilleux enfants, on reste quand même dans cette dynamique. Parce que, voilà, justement, le problème, justement, la grosse erreur que les gens commettent, c'est quoi? Alors, mes enfants, je dois prendre ces enfants en charge. Ça, c'est vrai. Oui. OK? Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, alors, on éduque les enfants pour les permettre donc d'assumer les responsabilités. Donc, jusqu'à un certain niveau, les enfants assument les responsabilités. À partir d'un certain âge, vous avez même des enfants même qui commencent même déjà à travailler parce que les parents les ont bien éduqués. D'accord. Est-ce que vous voyez? Vous avez aussi des enfants qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, qui sont toujours chez les parents. Ils mangent là-bas, ils dorment là-bas, ils chient là-bas. Excusez le terme, mais c'est pour dire que il faut que on essaie de voir la question de la responsabilité parentale. Si on est réellement des parents, ce n'est pas le nombre d'enfants qui est le problème, mais c'est nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas suffisamment à mesure de les éduquer, de leur donner vraiment, transmettre cette éducation. Parce que c'est surtout sur la base de cette éducation-là que, justement, au niveau des questions financières, on pourra aussi trouver, en fait, les solutions. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des questions financières. Voilà. Parce qu'on a parlé des questions de suivi médical. On a parlé des questions d'unité entre mari et femme. C'est ça. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, madame dit qu'aujourd'hui, là, c'est bon, il n'y a pas de... ce serait bon qu'on ne puisse pas avoir, par exemple, des relations, qu'on puisse effectivement limiter les dégâts. Voilà. Mais il y a, par exemple, des hommes qui n'écoutent pas, par exemple, qui n'ont pas cette oreille-là pour écouter, par exemple, les épouses. D'accord? Voilà. Donc, il faut donner cette éducation-là aussi aux hommes. Il n'y a pas que les femmes qui doivent, par exemple, aller à Marie Stops, mais il faut aussi que les hommes soient associés pour être sensibilisés par rapport à la question de la famille. De sorte que l'homme et la femme puissent avoir le même langage. Comme ça, la femme ne va pas, par exemple, se cacher pour aller faire des avortements. Et ensuite, l'homme n'est pas au courant. Et après, de toute façon, personne n'est au courant. D'accord? Et la femme a signé un engagement pour faire son avortement. Et ensuite, ça s'arrête là. Elle a enlevé une vie. Est-ce que vous voyez? Et ça ne se fait pas. Vous voyez? Parce que si, par exemple, l'homme avait été associé, s'il y avait eu une très bonne communication entre hommes et femmes, peut-être un enfant même n'aurait même pas été envisagé. C'est ça. Vous voyez? Donc, il faut qu'on travaille vraiment à amener justement cette manière de comprendre les choses sur la question de l'unité entre mari et femme. C'est vraiment fondamental. Voilà. Même quand vous avez des enfants et vous voulez un enfant, dans la mesure où vous avez des enfants, si l'enfant peut comprendre votre langage, vous avez la responsabilité de communiquer avec cet enfant-là. D'accord. Vous communiquez même avec l'enfant pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a ton petit frère ou bien ta petite soeur qui va venir. D'accord. Préparer son étape psychologique pour lui permettre effectivement de vous accompagner dans ce projet-là. D'accord. Et dans la mesure où c'est fait ainsi, il n'y a pas de danger du tout. Oui. Vous voyez? Il n'y a aucun danger par rapport justement à la question du nombre. Mais j'aimerais aussi attirer un peu l'attention sur une question qui est assez importante. Par rapport à la question du choix, il faut toujours faire de bons choix. Parce qu'on peut choisir, mais on a fait quel choix? Je vous ai parlé, par exemple, de la question de l'avortement. Tu as choisi d'avorter. Est-ce que c'est un bon choix que tu as fait? Est-ce que c'est un bon choix? C'est vrai que notre émission ne porte pas forcément sur cette question, mais c'est quand même une question qui est relative
à ce dont on est en train de à la parler. décision d'avoir un enfant, oui. Ça veut dire que si, par exemple, je suis déjà une personne enceinte, vous savez qu'il y a beaucoup de grossesses indésirées. Je n'ai pas choisi d'avoir l'enfant. L'enfant est venu par accident parce que j'étais dans le copinage et j'ai eu l'enfant par accident. Maintenant, je n'ai pas choisi. Qu'est-ce que je fais de cet enfant? Je l'élimine en avortant ou bien je le maintiens en acceptant donc de gérer les conséquences par rapport à la question. Ou de passer à l'adoption, comme le passer disait Madame tantôt. Donc voilà un peu cette question-là. C'est vrai que ça a l'air facilement dit décision, mais c'est quand même un petit mot qui englobe beaucoup de choses par rapport à ce qui est de décider d'avoir un enfant. Absolument. Il nous reste 2 minutes d'émission. Donc, je vais juste très rapidement demander à chacun de vous un dernier message avant de vous dire au revoir. Donc. Merci. Et donc, le message que j'ai vraiment, c'est d'inviter vraiment l'ensemble vraiment de la population, en tout cas accompagner vraiment la jeunesse dans tout ce qu'il y a comme en tout cas question sur en tout cas la santé sexuelle et reproductive pour permettre à tout un chacun en tout cas d'opérer un choix assez éclairé, en tout cas permettre aux couples en tout cas d'être épanouis dans le foyer et que nous puissions également prendre en tout cas en charge les enfants que nous avons, en tout cas à notre possession, les enfants que Dieu nous a confiés, que nous puissions vraiment prendre soin d'eux et qu'ils soient des hommes de demain pour en tout cas ensemble bâtir le Burkina Faso. Vu que c'est un cycle qui recommence, autant que ça commence bien. Ouais. D'accord. Merci. Monsieur Guigma. Alors moi, je voudrais tout simplement dire merci pour vraiment nous avoir invités pour cette émission qui est véritablement d'actualité. Parce que je vous ai parlé de la question de la fille mère. C'est ça. C'est un problème très préoccupant au Burkina et peut-être même dans beaucoup de nations d'Afrique. Vous voyez. Donc l'appel, c'est quoi? C'est en même temps, nous sommes en train de parler des familles. Alors, je voudrais tout simplement dire la chose suivante. La famille, c'est la cellule de base pour construire une nation. C'est ça. Et la bonne famille, c'est la cellule de base pour construire une bonne nation. Alors, c'est pourquoi j'invite chacun, en fonction de son domaine d'activité, à effectivement contribuer en apportant ce qu'il a, par exemple, comme potentiel, comme capacité pour transformer les choses, pour nous permettre effectivement de résoudre certaines questions qui se posent à nous. Alors, j'appelle par exemple, je fais appel par exemple aux responsables religieux, les leaders religieux, les leaders coutumiers, les gouvernants, les maires. Donc, toutes ces personnes-là sont des personnes vraiment qui sont pleines de ressources pour effectivement accompagner sur la question de la famille, qui est une question de développement. Ce n'est pas juste une question individuelle, mais c'est une question de développement. Absolument. Là où les familles se développent, la nation va prospérer. Et c'est tout le monde qui gagne. Comment on fait pour vous joindre si d'aventure on a besoin de vos conseils? Mon numéro c'est le 78 38 80 24. D'accord, 78 38 80 24. Voilà. Merci beaucoup. Marie Stops, Burkina Faso. Comment on fait pour vous trouver? Appelez le numéro vert qui est gratuit, le 3005. 3005. Oui, c'est gratuit. Un numéro vert et c'est gratuit. Et c'est ouvert à tout le monde, depuis les préados jusqu'aux parents. Oui, pour accompagner vraiment chacun dans son besoin. Oui, parce que c'est vrai que comme vous le dites, à préparer à la sexualité, ça peut être un sujet délicat et on peut vite être dépassé. Quand on a des enfants qui sont tout petits et qui posent des questions très pointues, donc souvent ça peut être utile d'avoir une oreille pour nous dire quoi faire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Et bien vous, chers téléspectateurs, merci également pour votre fidélité. Et on se dit à la semaine prochaine avec d'autres sujets, avec d'autres invités. D'ici là, faites très attention à vous et j'espère que vous aurez pris bonne note de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Au revoir.